Bonjour à tout le monde. Bienvenue donc à la nouvelle séance, la troisième séance dans cette question de la concentration solaire. Aujourd'hui, nous allons avoir quatre experts et nous aurons donc notre modérateur. Et pour vous rappeler, nous avons donc une petite boîte pour les questions. Si vous voulez en fait, utiliser le français et l'arabe, vous avez la possibilité de le faire parce que vous avez l'interprétation en arabe et en français et vous pouvez trouver ces options dans le petit cadre pour la conversation, le chat qui est là. Et sans perdre plus de temps, Marvel, le micro s'il vous plaît. Margot. Voilà. Merci beaucoup, Carlos, pour cette introduction. Bon après-midi à vous tous. Nous avons un panel très intéressant avec quatre fabricants de CSH. Et ce qui est intéressant par rapport à ce panel, c'est qu'ils sont un peu répartis partout dans le monde. Martine Arden de Angel Media du Mexique, Sidak Malik de l'Inde et Miguel Frasuel de l'Espagne. Je n'ai peut-être pas prononcé les noms au mieux, mais nous avons des présentations. Il y a cinq diapositives et puis nous aurons des sujets plus techniques par rapport à l'intégration des solutions par rapport à ces questions et nous allons utiliser le questions de chip. Ce sont donc les questions de chaleur et parfois on n'utilise pas en fait la concentration, mais on utilise ce terme chip pour la chaleur et on va travailler avec Martine qui travaille dans la région Mina pour la question des technologies Fresnel et qu'ils ont en fait mis au niveau d'une firme qui s'appelle Solar Spring et qui est en fait traite des questions d'assainissement d'eau et pour l'énergie et en ce qui concerne les différentes... Ainsi, Martine, je serais très heureuse de voir votre présentation en ce qui concerne la concentration de chaleur et de... C'est quelque chose d'important par rapport à cette concentration et c'est quelque chose qui nous amène à travailler ensemble et c'est important en ce qui concerne l'intégration. Il est important de voir comment nous allons utiliser ces technologies et qui permet d'avoir une intégration avec toute une série de possibilités par rapport au processus, par rapport aux idées de départ et à l'intégration à ce niveau par rapport aux différentes questions et aux défis qu'on doit relever. Voici les systèmes solaires que nous avons vus, dont on a parlé déjà avec l'entreprise GTI en Jordanie, JTI, et qui permet de parler de l'intégration par rapport à ces différentes questions. Et c'est important par rapport à ces questions. J'ai mentionné que l'intégration et ce concept étaient importants pour les industries et dans la production d'électricité et de manière très simplifiée dans ces explications. Ces centrales solaires est en fait gérée à partir de la chaudière au fuel et cela veut dire qu'il n'y a pas de changement par rapport à la production et nous avons la même priorité en ce qui concerne le boiler et qu'il n'y a pas en fait de possibilité de terminer la production. On peut ainsi ne pas interrompre cette production et passer directement d'un système à l'autre. Et plus d'explications en ce qui concerne ces différentes questions. Et ce que j'aimerais mentionner,
Ce sont les fluctuations et les radiations pour l'évolution par rapport à cette demande en vapeur par rapport au réseau. C'est un concept qui est assez constant et nous voyons que cela n'affecte pas de manière négative la fourniture de vapeur et ceci est important par rapport à ces différentes questions. Nous pensons que c'est très important et ce n'est pas uniquement la seule situation et que en fait, ce qui est très important, c'est de voir comment nous allons gérer les choses. Et je vous ai déjà parlé de ce résumé, concentrer donc la chaleur solaire pour la production industrielle et c'est donc l'intégrer dans le système solaire et c'est un défi pour trouver la bonne intégration et voir quels sont les obstacles par rapport à ces différentes questions avec une intégration qui fonctionne bien par rapport aux bénéfices et par rapport à l'autre dimension et les processus, ce que nous voyons par rapport au projet que nous développons. C'est en fait une manière de développer ces concepts. Merci beaucoup pour votre intérêt et c'est tout de mon côté. Merci beaucoup Martine pour nous avoir donné donc quelques idées par rapport à ces différentes questions. Nous allons passer au Mexique maintenant et pour demander à Angel de parler à ce niveau par rapport au chef de la fabrication donc qui s'appelle Eventing Power et qui a 10 ans d'âge et elle a pu travailler en fait grâce aux différents processus solaires et cela en fait les amène à être les différents parmi les premiers producteurs et fabricants à ce niveau et je suis très heureux de l'accueillir dans notre panel. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je pense que vous m'entendez maintenant. Oui, on vous entend, on vous entend. Très bien. Est-ce que vous nous entendez aussi? Bonjour à tout le monde. Euh, Je travaille donc en tant que cofondateur de cette entreprise, Eventive Power. Nous sommes une compagnie mexicaine et nous avons plus de 45 collaborateurs et nous travaillons dans le développement de ces processus et dans les processus de génération de chaleur et on se concentre sur le marché mexicain. Nous travaillons dans la recherche, le développement et pour les autorités et ceci est important à ce niveau par rapport à ce collectif. Diapositive suivante. Nous avons une entreprise par rapport à la certification de qualité qui nous a reconnu par rapport aux normes ISO 9001 et nous avons été reconnus comme compagnie certifiée en 2015. Voici une carte de la chaleur au Mexique et vous pouvez voir les zones qui ont en fait une grande demande pour la production industrielle et ces cartes nous ont beaucoup aidé à identifier les clients où nous avons une clientèle, quelles sont les personnes qui pourront en fait être intéressées par nos processus de concentration solaire. Et comme nous l'avons vu dans la diapositive précédente, nous avons une irradiation au niveau du soleil qui nous fait placer dans la ceinture des pays ensoleillés, le Sunbelt. Il y a une bonne opportunité de marché, plus de 3 milliards 200 millions de dollars. Et nous avons à peu près 32 000 chaudières qui sont installées au Mexique. Nous avons en fait deux produits
pour le 150-250 et le 60-250 pour la génération de chaleur et qui peuvent être installés donc au-dessus des toits des installations industrielles et nous pouvons installer ainsi nos produits et nous pouvons arriver donc à 60 degrés jusqu'à 250 degrés Celsius. Voilà, donc ces panneaux dont je viens de vous parler. Et comme vous l'avez mentionné, nous avons une technologie qui nous permet de concentrer la chaleur et de chauffer en fait l'eau grâce à un boiler, une chaudière et nous pensons que c'est la meilleure manière de voir comment on peut en fait profiter de cette solution pour la production industrielle et pour en fait profiter de ces différentes options. Au Mexique, comme je vous l'ai dit, si on compare par rapport aux combustibles fossiles, c'est une manière de générer de la chaleur qui est assez bon marché. Nous n'avons pas tellement de gaz naturel disponible et c'est important pour nous d'utiliser en fait ces solutions grâce à la concentration de chaleur. Voilà. Nous avons plus de 100 projets qui ont été installés au Mexique, dans 24 États. Il y a différentes industries et différentes compagnies dans tout le pays. Et nous avons quelques exemples. Voici la compagnie Nestlé qui s'occupe des produits laitiers. C'est une entreprise qui fait des bonbons au Mexique, à Mexico, par rapport aux différents processus. Et la diapositive suivante. Voici un autre projet pour les produits laitiers, pour une machine de pasteurisation, pour pasteuriser le lait. Et ceci est important par rapport à ces différents processus et aux différents experts. Et ici au Mexique, nous avons plusieurs marchés qui sont importants dans l'industrie et vous avez besoin de ces processus pour obtenir donc ces boissons alcoolisées comme la tequila. Et c'est une installation à Oaxaca au Mexique. Et puis avec José Cuervo aussi une autre entreprise à ce niveau qui nous permet de travailler. Est-ce que vous pouvez ne pas perdre du temps et conclure? Voici un des projets par rapport à la production de chaleur. Et nous utilisons directement la vapeur pour la fabrication d'aliments, comme vous le voyez, et la pasteurisation. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci, Angel. C'est tout à fait impressionnant par rapport au Mexique qui va beaucoup travailler par rapport au refroidissement et à la chaleur. Le Danemark était en fait la vitrine du monde, mais je pense que vous allez nous dépasser petit à petit par rapport à ces différentes questions, par rapport au plan stratégique. Et je pense que nous allons aller voir ce qui se passe au Mexique pour voir l'évolution de ces différentes questions. Et maintenant, depuis les 3 dernières années, nous avons plusieurs systèmes, donc chips, qui ont été ajoutés et qui nous permettent d'identifier cette technologie chip. Ce n'est pas si important en taille, mais c'est important en quantité par rapport. Nous avons vu des systèmes importants en Chine et en Turquie, mais je vois que nous avons le plus grand nombre d'installations au Mexique. Et maintenant, je vais demander à Sedat Malik en Inde, qui est le chef donc de production et en ce qui concerne 2 paraboles à concentration. Et nous avons 20 produits chips
et c'est une des firmes indiennes les plus importantes en Siddhartha. Je suis très heureux d'en voir votre présentation, Siddhartha. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, sans problème. Much. Thanks to World Bank, ATA Insights, and the entire team to provide us this opportunity. I'm going to quickly rush through a couple of slides to discuss this. Merci. Je vais parler de l'intégration spécifique des systèmes. Donc, très rapidement, comme vous pouvez savoir, la personne qui utilisait Inch'Allah, c'est un client pour nous et la liste est très longue pour les sociétés stratégiques et les boissons, les papiers et donc vraiment c'est un lead industriel pour la chaleur industrielle solaire. Donc cette diapo c'est pas pour s'aimer la confusion mais simplement pour dire que le système de concentration solaire c'est au-delà de la technologie, ça consiste des installations, les clients et toutes les pièces du puzzle qui vont ensemble. Donc, pour le consommateur final. Donc, je vais parler de la solution de solaire concentration. Donc, l'autre, c'est le solaire avec une hybride avec le gaz naturel. On a utilisé 2 concentrateurs. Donc, on a des pertes en cosine très basses avec une technologie. Donc, constamment par l'année. Donc, on a 3 millions de kilocalories par jour. Donc, il y a 4 unités. On a le champ solaire, donc 350 mètres carrés. Donc, on a chaque parabole de 85 mètres carrés. Et l'application des processus, c'est la pasteurisation. Donc, c'est un aperçu très large. Si vous avez des questions pour des questions techniques de façon séparée. Donc, voilà le système essentiellement. Donc, il y a des réservoirs à pression pour le stockage de l'eau chaude et pour la vapeur. Le système peut être utilisé pour 2 fonctions, avoir la vapeur et également fournir de l'eau chaude pour toutes les industries. Donc, en premier, c'est utiliser le réservoir, chauffer le réservoir pour les rendre prêts pour le processus. Donc, il n'y a pas d'intervention humaine dans ces procédés, aussi bien pour le primaire ou le secondaire sont complètement automatisés, comme le client peut en tirer profit. Donc, pour une très grande, presque 70% de la charge en chaleur. Donc, c'était installé en 2015 et on a déjà 5 années d'installation et d'opération réussies. Donc, ici, l'autre projet, l'hybride. Donc, c'est un système thermal avec du gaz naturel pour fournir de l'eau, de l'air chaud à 80 degrés Celsius. Donc, ça génère 1,5 million de kilocalories par jour. Et le champ a utilisé le fluide qui est dirigé vers un radiateur qui chauffe l'air qui vient jusqu'à 180 degrés et l'air est utilisé pour le processus de séchage dans l'alimentation. Ça, c'est l'intégration pratique et c'est très simple, une intégration très simple. Les processus l'entrée avec un radiateur simple et ça fait rentrer l'air ambiant à 40 degrés. On rajoute, on gagne la chaleur et on repousse vers une chaudière à gaz. La température ici, c'est 160 à 180 et l'équilibre est fait par le gaz, est chauffé par le gaz. Donc, on a 60 à 65% de la charge en besoin en chaleur de l'industrie. Pour résumer, l'intégration est prouvée. C'est très important d'établir une bonne conception, combien de kilocalories vous allez générer
Et donc, le système aussi bien que l'intégration, il faut garder un système simple et souple et il faut avoir une performance d'incitation. Si vous avez des questions, je réponds. Merci, Siddharth. Donc, c'était très bref et très enthousiasmant parce que l'Inde n'est pas connue dans d'autres parties du monde pour ces technologies. C'est une technologie unique dans votre partie du monde. J'aimerais vous remercier les intervenants qui ont commencé à répondre aux questions. Donc, pour tous les participants, vous pouvez regarder les questions-réponses dans la petite boîte en bas de l'écran pour voir les réponses. Martin a déjà répondu. Donc, nous avons le dernier intervenant. Et après, on va voir la session questions. Soyez le bienvenu à Miguel, qui est le PDG de Solatom, une nouvelle société d'Espagne. Et ils ont également une unité Fresnel assez restreinte. Et regardez les petites et moyennes entreprises pour les clients fondées en 2016 et 10 ingénieurs et 9 références. Donc, c'est à vous, Miguel, la parole. Merci. Est-ce que vous pouvez voir la présentation? Très bien. Donc, je vais mettre ici. Merci à tout le monde pour la Banque mondiale pour l'invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Solatom, donc c'est une société, donc c'est fournisseur des solutions solaires pour l'industrie. Et comme Bob a mentionné, donc c'est une jeune entreprise. Donc, nous sommes financièrement indépendants, mais nous avons eu depuis une année une croissance remarquable et la croissance est due à notre focalisation. Nous produisons pour les projets. Donc, dans cette présentation, je vais essayer de résumer le travail de ce que nous avons appris en essayant de faire pour le marché des PME. Nous avons approché le marché en connaissant les avantages, mais nous avons appris les désavantages également pour ce genre de projet. Donc, la première chose, pourquoi les PME? Pour quelqu'un, ça peut être une approche un peu bizarre, mais dans une grande société, vous avez une très grosse demande et beaucoup de disponibilité de ressources, ou plus que dans les PME. Mais dans une PME, le prix du carburant est assez élevé et il y a des délais de paiement sont courts et l'addition est souvent prise par une personne, normalement le propriétaire, donc c'est un procédé beaucoup plus court. Il y a beaucoup plus de petites entreprises que de grandes, malheureusement. Donc, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est que avant de faire ces projets, vous devez identifier les usines potentielles et pour les PME, le marché est très atomisé, éclaté. Donc, c'est très difficile d'atteindre ces sociétés. Donc, également, dans ces projets, les ingénieurs deviennent plus importants sont demandeurs de ces technologies. Ce que nous faisons comme vous pouvez voir, c'est la situation en Espagne, c'est un secteur spécifique. Donc, c'est trouver une usine et trouver une aiguille dans un tas de foin. Donc, chaque point rouge, c'est une usine et vous devez trouver lesquelles parmi ces usines peuvent mettre en œuvre ces technologies. C'est comme retrouver une aiguille dans un tas de foin. Mais pour nous, heureusement, il y a beaucoup d'usines, il y a des possibilités de retrouver. Donc, c'est comment les retrouver. Ici, nous faisons beaucoup de choses, des moteurs de recherche, les firmes d'ingénierie, donc les fournisseurs d'équipements industriels.
mais ce qui marche pour nous, c'est les analyses de données. Nous avons fait un algorithme pour toutes les usines avec une gamme de revenus, l'endroit, toutes ces données, ces types de données. C'est pas utile pour l'instant, mais ce que fait l'algorithme, c'est transformer ces données dans une donnée sur les énergies et l'utilisation des énergies. Et donc, on va attendre les simulations pour avoir le retour d'investissement. Et après, on va classifier les potentiels par rapport aux demandes en énergie. Nous faisons également les appels pour trouver si notre approche statistique. Donc maintenant, vous avez au moins comment trouver. Donc maintenant, quel est le problème pour intégrer les systèmes et ces projets? Nous devons faire avoir un grand effort d'ingénierie, donc des études de pré-faisabilité et ensuite de l'ingénierie ad hoc. Donc toutes les usines essaient d'avoir une approche, d'avoir un projet individuel. Vous devez adapter aux clients. Donc vous devenez un artisan si tous les projets sont uniques. Vous avez la façon unique pour chaque projet. Donc, pour l'étude de pré-faisabilité maintenant, on a fait un simulateur en ligne. Donc, la première leçon, c'est que même ce que vous fournissez les outils et les simulations, vous devez apprendre aux parties prenantes de comment utiliser ces outils des logiciels. Maintenant, concernant l'unicité de ces projets, ce qui est important pour nous, c'est d'oublier l'unicité. C'est plutôt la normalisation qui nous intéresse. Ici, vous pouvez voir notre champ solaire. Donc, c'est en forme de module. On produit les modules qu'on les envoie par camion ou, comment vous pouvez voir dans la vidéo, dans un conteneur pour les expédier à l'étranger. C'est important d'avoir des choses qui sont normalisées, standardisées vous avez tout ça ensemble. Une fois que vous avez une conception de modulaire, vous pouvez déployer et après vous pouvez créer un champ solaire et comme vous jouez avec des briques de Lego. Donc maintenant, c'est toujours les mêmes unités, mais vous pouvez mettre en place autant de modules pour arriver à la puissance voulue. Donc maintenant, c'est là où nous en sommes. Donc c'est notre dernier projet. Nous avons pu déployer le champ solaire en moins de 48 heures. Donc c'est vraiment très rapide. Donc voilà la dernière diapo, mais peut-être la plus importante parce que les études est négligé, mais c'est très important pour ce genre de projet. Maintenant, par exemple, donc c'est la dernière déclaration, on rajoute pas ceci. Maintenant, on expédie les éléments et c'est l'industrie qui peut adapter pour l'intégration. Donc voilà, merci beaucoup. C'est parfait, merci beaucoup. C'est la première session qui a une bonne question et réponse, mais vous avez déjà répondu aux questions, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. Mais je pense que l'intervention d'un des participants, qu'elle a persuadé les clients, et je pense que la réponse facile, c'est que le nombre d'années de retour sur investissement, mais j'aimerais bien vous le poser pour réfléchir parce que nous ne pouvons pas avoir un bon retour sur investissement, un délai même peut-être au Mexique, mais quel est l'argument convaincant de vos clients? Miguel, vous avez, dans mon cas, ce qui convainc le client, c'est que c'est similaire. Donc, c'est dans le même secteur de l'industrie. Donc, il y a des cas réussis dans le même, pour les clients semblables. Siddharth,
Je pense que c'est une fonction économique, mais vous devez également faire comprendre aux clients que c'est pas le coût du fiel aujourd'hui, mais dans l'histoire, que pour les coûts ont toujours eu une fluctuation de prix. Donc, c'est un peu de mitiger les risques à l'avenir. Donc, dernièrement, c'est la réduction d'émissions. C'est quelque chose qui est une très grande important pour les corporations multinationales. Donc, si tout le monde est poussé à avoir une telle décision. Martin? Donc, j'aimerais ajouter que où nous devons tous dire tous les fournisseurs doivent prouver la disponibilité pour les données de performance à longue période. Donc si vous n'avez pas des données à long terme, et là, le secteur a toujours ses preuves à faire. Angèle, notre leader du marché, quel persuade vos clients? Si vous pouvez mettre votre micro, s'il vous plaît. Oui. Bon, bien sûr, les questions économiques sont très importantes, mais mais nous n'avons pas vu au cours des derniers mois des changements, de façon dont les entreprises analysent ces projets. Maintenant, ils voient également les avantages environnementaux de ces projets et au Mexique également. Et c'est le cas que ce sont une sécurité énergétique parce que les carburants proviennent des États-Unis, par exemple, le pétrole. Donc, parfois, il y a des projets qui sont mis en danger. Angèle, une autre question. Vous avez entendu, Miguel, les PME ont une période de décision plus courte. Vous avez fait Nestlé, vous avez également l'entreprise de tequila ou les boulangeries du coin. Qu'est-ce qui est plus facile? Bon, comme Miguel l'a dit, donc il a raison. Bien sûr, c'est plus facile de persuader une PME parce que vous avez une connexion plus directe avec le propriétaire de l'entreprise. Mais également pour les grands projets sont très importants pour l'industrie et ils sont très importants parce que, comme quelqu'un a déjà dit, ce type de projets sont plus importants. Donc, vous aurez une installation plus importante, plus grande, et le temps de prise de décision est plus long. Dans votre stratégie de marché, nous avons une combinaison de deux types de clients potentiels, les PME et pour des projets plus petits. Et donc, l'équipe de vente, si on a après un grand projet institutionnel pour une grande entreprise. Donc, dernière question à vous. Martin a commencé à nous dire que lui, il va dans la chaîne d'approvisionnement pour la vapeur, un niveau où vous ne mélangez pas, vous êtes pas dans le processus. Si Siddhartha, on va confirmer avec vous par la suite, vous avez fait l'intégration des procédés. Quelle est votre approche est-ce que soit l'un, soit l'autre selon les cas, ou est-ce que vous avez une philosophie particulière? Je pense que c'est une très bonne question et je pense que la réponse, c'est qu'est-ce qui crée la plus grande valeur pour le client. Et notre exemple, dans les laiteries, par exemple, c'est facile de générer la vapeur et le mettre dans l'usine, mais en fait, c'est utilisé pour l'eau chaude sous pression. Donc, il vaut mieux intégrer le procédé pour éviter les inefficacités dans la chaîne d'approvisionnement. Dans le système de chauffage, par exemple, pour l'air qui arrive dans ce procédé, nous sommes très loin du procédé final. Donc, il n'y a pas de solution idéale. Mais donc, qu'est-ce qui crée la valeur dans chaque cas par cas? Angèle, est-ce que vous avez un cas par cas pour cette question de l'intégration de chaleur au niveau de la chaîne d'approvisionnement? Oui, vous devez mettre votre micro, s'il vous plaît. Oui, je pense que c'est une question que nous avons
apprises aux dernières années. Nous avons étudié étudier les processus industriels pour les clients différents parce que parfois, si vous ne faites pas une bonne analyse, les économies ne sont pas produites que vous vouliez. Donc, je pense que la plupart des sociétés ont des inefficacités dans l'utilisation de vapeur ou d'eau chaude. Donc, parfois, si vous n'avez pas une bonne intégration, toute l'énergie thermique va être générée, ça va être gaspillé sur les inefficacités. Donc, vous devez voir ça dans son ensemble, sinon ça ne sera pas réussi. Je pense que, Miguel, oui, je voudrais rajouter simplement que Siddhartha a raison, que ce qui est important, c'est que pour les leçons tirées, même pour les PME, c'est pour l'approvisionnement, mais pour notre expérience, si on essaie d'intégrer un projet solaire dans un processus, c'est plus difficile au niveau par rapport à l'approvisionnement parce que l'industrie n'a pas de passé solaire. Donc, il y a un risque technologique et ils sont plus enthousiasmés pour mettre une chaudière d'appoint à côté plutôt qu'aller directement dans le procédé. Et parce que la valeur ajoutée, c'est plus important. Est-ce que je pense que si nous avons la connaissance, une base de connaissances dans notre forum, j'aimerais bien soulever la question sur le transfert de chaleur, les moyens, les supports. Est-ce qu'on peut avoir un petit tour? Qu'est-ce que vous utilisez? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? L'efficacité, la stabilité dans les unités de transfert pour les moyens de support de transfert de chaleur. Qui est-ce qui veut commencer? Je pense que les supports de transfert de chaleur, je reviens à ça, c'est une fonction de l'application que vous ciblez pour l'intégration. Par exemple, dans notre projet que nous avons discuté pour intégrer l'air chaud, il y avait beaucoup d'options pour intégrer l'air, utiliser la vapeur ou l'huile. Nous avons choisi l'huile parce que l'eau n'est pas disponible partout et la qualité de l'eau n'est pas garantie dans toutes les industries. Donc, pour prévenir des questions de corrosion et de maintenance, pour l'efficacité par rapport à la vapeur, est peut-être un petit peu plus basse, mais je vois qu'à terme, donc la valeur ajoutée est plus forte. Donc, je pense que la formule varie de cas à l'autre, mais pour les laiteries, l'huile thermique, c'est découragé parce qu'ils sont pas confortables avec une fluide organique qui peut être mélangé avec un produit d'alimentation. Donc, c'est une approche pragmatique de stabiliser l'eau. Donc, on devait le mettre sous pression pour générer la vapeur à la demande, mais l'huile n'était pas une option dans ce cas. Est-ce que vous avez d'autres points? Je voudrais je voudrais me mettre dans les points de vue des clients. Ça dépend, par exemple, si le client, ça dépend toujours. Si le client a l'habitude d'utiliser l'huile ou les batteries pour sécher l'huile, pour sécher les draps, donc, et s'ils sont prêts à utiliser l'huile, mais dans une laiterie ou dans une usine d'alimentation, c'est pas le bienvenu. Donc, et ça dépend également de la fourniture et des niveaux d'approvisionnement. Donc, ça dépend au niveau du procédé. L'eau peut être utilisée. Martin, oui. Bon, pour les deux dernières questions, le concept, donc il y a pour l'huile thermique, je suis d'accord sur ce qui a été dit, mais je voudrais rajouter quelque chose pour le solaire industriel. On garde ce qu'a le client, mais je voudrais rendre quelque chose de très explicite. Pour l'instant, les entreprises nous fournissons des solutions
où nous avons des expertises en collecte et fourniture. Une fois que le développement du marché, il va y avoir d'autres acteurs qui vont concevoir les solutions. Donc, il y a les projets qui vont être fournisseur un collecteur de sida ou de Angel. Donc, ça va être difficile ou c'est important de souligner que les réponses sont mélangées ensemble et que pour chaque projet spécifique installé, donc on peut choisir d'autres collecteurs et aurait également un système d'intégration efficace. Donc, c'est une question qui était, et c'est une question Sibiche qui a posé des modèles d'affaires typiques. Pour l'instant, je pense que comme c'est une nouvelle technologie, les fabricants, ils peuvent fournir les projets complets aux clients. Qu'est-ce que vous faites, les banques, pour avoir les financements, ou est-ce que vous avez eu des expériences avec des compagnies de génération? Qui est-ce qui a quelque chose à apporter? Donc, je peux dire quelque chose. Donc, pour la plupart de nos projets ont été, donc c'est avec des investissements en amont. Donc, on cherche des sociétés qui ont les fonds pour financer parce que ça peut être très bénéfique pour eux. Parfois, nous leur montrons des propositions de financement, mais les taux au Mexique sont très élevés. Donc, parfois, les clients payés avec des questions de non-financement. Donc, 40% des projets sont ce type de leasing ou financement des institutions nationales de financement qui ont 60 mois de financement, des périodes de 60 mois. Donc, les financements les plus répandus pour les clients. Nous avons 3 partenariats avec des institutions mexicaines. Et nous travaillons très bien avec. Nous avons également des types de clients à la vente. Non, donc, ce n'est pas comme ESCO, mais des accords de partage. Et donc, dans ce type d'accord, dans ce modèle d'affaires au Mexique, donc c'était assez difficile de conclure des accords parce qu'ici au Mexique, les entreprises ne sont pas confortables de signer les contrats qui sont 10 à 15 années. Ils n'ont pas l'habitude de signer des contrats à longue durée. Donc, c'est pour ça. Martin, votre approche pour les ESCO et les financements par tierces. Donc, tous les systèmes installés pour l'instant, le reste c'est venu des clients et nous sommes persuadés que le plus grand potentiel pour accélérer la demande, c'est le financement pour avant les préachats avec les investisseurs. Et la plupart des clients, ils ne peuvent pas ou ne veulent pas pour couvrir les coûts d'investissement. Et à la fin du compte, c'est l'investisseur qui décide quelles sont les technologies et le concept d'intégration est approprié et quelle est l'entreprise qui veut utiliser pour le concept d'intégration. Et pour ceci, je pense que le secteur doit d'un côté travailler avec les parties tierces pour avoir ces fonds disponibles. C'est une tâche pour nous tous. Et en même temps, je pense que le financement des tiers, c'est une possibilité pour les institutions gouvernementales et non gouvernementales pour avoir des prêts, des facilités de crédit ou les garanties, un système de garantie ou quelque chose comme ceci. Donc maintenant, C'est un des aspects très importants à ce niveau pour les modules. Y a-t-il d'autres commentaires à faire? Et il y a une question très intéressante qui vient de l'Inde, d'après le nom, c'est qu'on a besoin de la confiance du client. Et
d'avoir aussi des performances en ce qui concerne les données et que parfois le gouvernement indien n'est pas toujours d'accord et dit qu'il y a des subventions cachées et qu'en ce qui concerne les schémas de subvention, il y a en fait un manque de confiance par rapport aux performances de ces systèmes. Est-ce qu'il y a aussi des vérifications qui se font au niveau de parties tiers? Il est important de comprendre pourquoi les subventions ont changé. Il y a une maturité qui est importante pour le CSH et je pense que c'est quelque chose que nous aurions pu nous attendre avec la maturité du marché. Et en fait, les subventions sont une distorsion du marché. Elles biaisent en fait l'image que l'on peut avoir. Et c'est une manière de voir comment les technologies, je pense que le manque de subventions aiderait beaucoup plus le marché et la technologie par rapport à la manière dont il est, euh, dirons-nous, structuré. Et cela va pousser les gouvernements à agir et de travailler par rapport à la maturité des choses. Et ça va les aider beaucoup plus, à mon avis. Quelles sont les expériences aussi au Mexique, Angel? Vous avez très peu de fournisseurs avec la technologie. Comment est-ce que vous créez un climat de confiance dans le système? Il y a des parties tiers qui aussi valident les plans. Il y a des programmes au Mexique qui travaillent à ce propos. Et cela est très utile pour nous d'y participer, pour bien comprendre et montrer à d'autres clients que les choses fonctionnent bien. Mais d'autres choses que nous faisons, c'est que nous signons un contrat avec le client. Et bien, puis après, nous voyons quelle est la fourchette par rapport au plan et quels seront les seuils à ne pas dépasser en ce qui concerne les installations. On a installé plus de collecteurs pour arriver donc au seuil que l'on s'est proposé. Et depuis les 3 premiers mois, par rapport aux performances, nous avons pu contrôler donc le seuil auquel on a été confronté, le système et les objectifs que l'on se posait. On voit que les choses ont bien fonctionné pour les performances. Très bien, Miguel. Je pense qu'il y a des choses intéressantes en Espagne où l'industrie s'est regroupée, comme les plateformes de lobbying, les groupes de pression. Et est-ce que vous avez un certain contrôle sur ces types d'instruments? C'est une idée dont Martine a déjà parlé en ce qui concerne les performances et les données. Je travaille avec la plateforme technologique et d'après moi, pour chaque subvention devrait être accompagnée de l'application. Cela aiderait parce que ça nous permettra de comprendre les données et de bien comprendre de quoi et que nous les fournisseurs, cela nous oblige à faire les choses convenablement. Si on a si vous avez en fait des données qui sont cachées, cela fausse tout à fait le marché et les choses. Mais le problème, c'est que l'on change les données et ça c'est dommage parce que il y a un manque de logique et parfois il faut voir ce qu'un appareil peut faire. On voit que l'industrie a des chutes dans la production et on ne comprend pas ce qui se passe. Mais, mais si on voit la production, on peut dire, voilà, ce n'est pas la production normale. Je ne fais pas confiance à ce système. Mais ce n'était pas, en fait, à cause dirons-nous, de la production solaire, mais c'était dû à un problème technique. Si on trouvait une solution par rapport à cela, cela nous permettrait de nous aider et de prendre les bonnes mesures. Il y a 2 questions et on peut les rassembler et demander aux orateurs
En ce qui concerne Soda Climat, est-ce que vous pouvez nous dire euh, si vous êtes tout à fait en accord, en fait, par rapport à vos collecteurs, on vous demande quels sont les projets. Je ne sais pas si on peut poser des questions à ce propos et combien cela prend de temps pour en fait, mettre au point une centrale CSH. Donc, depuis le départ, depuis la planification, et puis lorsqu'on lance l'offre de marché, est-ce que vous diriez 2 ans? Et maintenant, Angèle, est-ce que vous pouvez aller plus vite? Il nous reste encore quelques minutes avant de terminer, Angèle. Pour les marchés, nous n'avons pas besoin de cette spécification pour le Solar Key Mark, mais pour les marchés en Europe, nous voulons avoir la certification SRCC, qui est une certification aux États-Unis qui est beaucoup plus populaire en Amérique du Sud et du Nord, mais on travaille à ce niveau, mais on ne l'a pas encore fait parce que nos collecteurs sont encore en évolution et on améliore les choses. Et nous avons maintenant plus de confiance dans l'élaboration des certificats parce que nous sommes à un niveau de développement qui nous permet de le faire. Et la deuxième question, à propos de la durée de la mise au point d'un projet, de la conception au départ, et comment vous avez pu faire avancer les choses plus rapidement. Donc, lorsque vous avez la première conversation avec un client, lorsqu'il vous contacte et jusqu'à la réalisation, c'est un processus qui prend du temps. On pensait que ce serait peut-être plus rapide. Mais maintenant, nous avons en fait des projets de conclusion qui vont plus rapidement depuis le départ et la conception. Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire court? Est-ce que ce sont des mois ou des années? Nous avons parfois des perspectives en général. Donc, parfois, on a pris 2 ans en leur parlant. Mais en fait, on a conclu un accord en 2 semaines. Ça a pris 2 ans pour en parler et puis 2 semaines pour conclure l'affaire. Je dirais 6 mois lorsqu'ils sont vraiment décidés. 6 mois. Miguel, 2 questions pour vous. Il y a beaucoup de groupes techniques par rapport à l'énergie et Kima est très bien connu par rapport aux appareils plats. On est bien en fait connu dans la communauté. Mais dans notre cas, notre module, dans le cas de l'usine de Almería, nous avons bien fait notre travail et je dirais que une chose qui va beaucoup nous aider, ce sont les normes et le fait que l'on puisse se certifier sur place. On peut avoir une certification sur place. On peut certifier sur place, ça c'est facile. Et donc on peut voir comment les choses ont évolué. Et par rapport au temps et au délai, malheureusement, je ne dirais pas 2 semaines, c'est trop rapide. Nous avons 100 centrales, mais peut-être la semaine prochaine, on y arrivera. Mais je dirais, dans notre cas, pour les PME, de 6 à 4 mois. 6 mois, 6 mois, 6 mois, je dirais. Il vaut mieux rester dans une zone de confort et ne pas dire quelque chose d'exagéré. C'est là. Je pense que vous avez une certification en Inde pour
qui marque en fait n'est pas très connu. Pour la concentration, comme Miguel l'a dit, en Inde, c'est une stratégie importante. Le bureau de certification a des obligations par rapport aux composants du système. Pour être en accord avec les certifications du BIAS, notre bureau de contrôle, pour ces tests, et vous pouvez emmener même votre concentrateur donc pour la certification, mais vous pouvez opter pour aussi des tests mobiles sur site et, et vous pouvez faire une certification en 5 à 7 jours. Ça, c'est un des processus que l'on peut faire. Je vous prie de m'excuser. Et par rapport à ces questions, nous voyons quelles sont les offres et les marchés publics. Certains composants donc ne sont pas des tubes sous vide, mais plutôt nous avons en fait des structures, du métal, et ces choses sont déjà certifiées à part nos réglementations. Mais il faut voir comment on va générer la bonne méthodologie par rapport à ces questions. Et la deuxième question était la longueur du développement des projets. C'est la même chose comme partout dans le monde. Ça peut durer de 4 à 8 mois. Plus de 90% de nos clients sont des grandes multinationales et on n'a pas en fait la possibilité de réduire le délai dans des structures aussi lourdes. Mais une fois que le processus est fini, alors les multinationales ont plusieurs usines et alors cela peut prendre 3 à 6 mois. Cela dépend en fait si vous travaillez avec une PME ou si vous travaillez avec des grandes entreprises multinationales. Martin, par rapport à la certification, je dirais nous avons 3 défis pour les concentrateurs de chaleur. Il faut avoir des spécifications techniques. Il est difficile de les comparer. Et pour cette raison, ça c'est la première partie, la certification de ces collecteurs par rapport au marché qui est en plein changé lorsque nous sommes à ce niveau et par rapport à ces changements technologiques et finalement il y a une observation par rapport à l'installation, par rapport à la périphérie et par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et donc, pour dire que la certification peut aider, mais pour revenir aux données, vous devrez voir quels sont les effets possibles par rapport à la certification. Et là, je vois en fait quelle est l'approche des données par rapport à l'opération et la mise en route des entreprises plutôt que la certification, le temps. Je crois qu'on a déjà tout dit, ce n'est pas différent ici. Merci beaucoup. C'était donc un dernier tour de questions. Il y a maintenant une question technique. Il nous reste 2 minutes par rapport à ces questions. Quel est le grand défi par rapport à ces différents marchés publics? Est-ce qu'il y a... C'est un défi évidemment à ce niveau. Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire, Martine? Je peux dire que le défi à ce propos, lorsque vous avez une remise de prix, vous devez à partager plusieurs situations par rapport aux variations dans le système et cela dépend aussi de la demande sur place pour parler des différentes conditions et différentes possibilités, différentes figures ou cas et cela prend du temps. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous remercie infiniment. C'était une séance extrêmement inspiratrice et je vous remercie d'avoir été aussi ouvert et j'étais très heureux de dire que vous êtes confiants dans vos marchés nationaux et par rapport à ces différentes questions et je pense que cela va faire évoluer le marché
Et ce seront des forces par rapport à l'énergie pour le marché. Et je reviendrai à Carlos et de remonter, remercier le public pour les présentations et le public qui a participé. Merci beaucoup à tous les panélistes, les orateurs. Et maintenant, on va passer à la séance suivante. Mais j'aimerais donner la parole à Jonathan Simpson avant de le faire. Merci à tout le monde, merci à tous les orateurs pour une séance excellente. Nous avons entendu dans la première séance qu'il y a un intérêt pour des pays qui veulent financer dans cette arène. Et je crois que il est très important de voir aussi comment on met en place les choses, le design. Et j'aimerais vous remercier pour vos interventions et j'espère que on va vous revoir sous peu pour discuter plus en longueur. Merci beaucoup. Nous allons avoir une petite pause et dans quelques minutes, nous serons de retour pour la prochaine séance dans 5 minutes.